Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la dernière équipe du World Tour XDS Astana. Mais ne vous inquiétez pas, on attaquera ensuite avec les équipes Pro Team, et notamment la Burgos, qui sera, je crois, qui sera pas la première, parce que c'est vrai qu'il y a Bardiani maintenant, qui est plus VF Bardiani. Donc je crois que c'est Bardiani qui sera la première équipe du côté des Pro Teams. Je vous redonnerai ça, de toute façon, ça sera dans l'ordre alphabétique, voilà. Mais je crois que c'est Bardiani maintenant qui est en premier, parce que vous savez que c'est les noms officiels d'équipe, mais parfois vous avez les mots team avant, vous avez des sponsors. Astana, pour certains, c'est premier, mais en fait non, parce que la première lettre, c'est X, vu que c'est XDS, Astana. Bon, on va revenir un petit peu sur la saison 2025 de cette équipe. On parlera des statistiques, des coureurs à suivre, et également du maillot qui change assez peu également du côté de cette équipe. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu en 2025, qui vous allez suivre en 2026 du côté de cette formation. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également booster cette vidéo. Ça, c'est sur c'est sur mobile, pardon, à côté du bouton pouce bleu. Ça permet d'améliorer la visibilité des vidéos. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Mais faites attention, en janvier, encore une fois, les notifications peuvent avoir du mal à apparaître parce qu'il y a beaucoup de vidéos en ce mois de janvier entre les différentes présentations d'équipes, le biathlon, le cyclisme qui redémarre. Ça fait énormément de vidéos et c'est vrai que YouTube a parfois du mal à suivre de ce côté-là. Donc dans ce cas-là, vous n'hésitez pas à aller voir la page de la chaîne directement. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté des différentes playlists, parce que si vous pensez que vous avez raté une vidéo d'équipe World Tour, comme je vous ai dit que c'était la dernière, eh bien n'hésitez pas à faire un petit tour du côté de la playlist, qui je rappelle est également disponible en mode podcast. C'est comme ça qu'ils appellent sur YouTube, c'est-à-dire que par exemple dans la voiture, vous pouvez l'écouter tranquillement, comme ça, en conduisant, comme si c'était la radio. On n'arrête pas le progrès. Bon, on commence tout de suite avec XDS Astana. XDS Astana, l'équipe qu'on ne pensait pas voir en World Tour en 2026, si on remonte un an en arrière. Et un an en arrière, l'équipe avait 5000 points de retard. Sur le premier non relégable, on se disait, bon, Astana c'est mort. Astana c'est mort, ils arriveront pas, enfin moi je me disais ils arriveront pas à reprendre 5000 points d'écart, il faudrait vraiment qu'ils fassent une saison exceptionnelle, et puis qu'ils fassent une saison exceptionnelle, c'est-à-dire que ça dure plus que 3 ou 4 mois pour récupérer ce retard de points qui était quand même colossal. 5000 points, c'était une moitié de saison. C'est la moitié des points qu'a eu Uno X en 2025 par exemple. Donc c'était énorme. Et ils nous ont fait une saison de dingue. Alors, tout d'abord, ils ont quand même très très bien joué. Ça, il faut le saluer. Nicolas Vinokourov, ça c'est son fils. Alexandre Vinokourov et ses équipes, et notamment, ils ont énormément bien réparti leurs coureurs sur les différentes courses où ils avaient marqué des points. Ça a été très intelligent de leur part. Forcément, ils ont été énormément en Asie, mais les années précédentes, déjà, ils allaient en Asie sans forcément avoir des résultats. Là, ils ont été en Asie, mais en ayant pour objectif de marquer des gros points. C'est ce qui les a énormément aidés. Sur les grands tours, ils ont quand même fait un très bon Giro. C'est vrai que sur la Vuelta et sur le Tour de France, ça a été plus compliqué, mais le Giro a été réussi de la part de l'équipe Astana. Forcément, on les a énormément vus en début de saison, mais ils ne se sont pas écroulés derrière. Ça aussi, c'est à souligner. Alors, en 2026, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, Astana? Ça, c'est la grosse interrogation. Parce que 2025 a été une saison énorme, mais je pense qu'ils ont été quand même un petit peu en sur-régime. Est-ce qu'ils arriveront à faire aussi bien en 2026? Ça risque d'être quand même compliqué. Malgré tout, s'ils font une saison à 8500 points, 9000 points, ça sera déjà excellent de la part de l'équipe Astana. Mais c'est vrai que s'ils veulent rester en World Tour dans 3 ans, il va falloir essayer de faire des bonnes saisons encore. Quelle va être leur stratégie pour 2026?
Est-ce qu'ils vont rester dans cette stratégie de maximiser le nombre de points par épreuve, mais ce qui veut dire que ça nuit forcément aux potentialités de victoire et aux potentialités de faire des grands résultats sur les plus grandes courses du calendrier également, ou est-ce qu'ils vont décider plutôt de courir, on va dire, un peu comme une équipe traditionnelle, c'est-à-dire essayer de faire des résultats sur les grandes épreuves du calendrier. Ça, c'est la grande interrogation. Est-ce qu'ils vont vraiment plutôt privilégier les points UCI ou privilégier plutôt la qualité des victoires, donc la qualité plutôt que la quantité ou la quantité plutôt que la qualité, on va dire en termes de résultats. Ça, c'est la grande interrogation du côté de XDS Astana pour 2026, avec un budget qui n'est pas le plus grand du World Tour. On parle aux alentours de 25 millions d'euros. C'est avec l'arrivée de XDS avait fait augmenter le budget, mais ça reste quand même un des petits poussés, on pourrait dire, du World Tour. Donc, il faut voir comment ils arrivent à gérer avec ce budget qui n'est pas si énorme que cela, mais ils ont au moins réussi à renouveler Scaroni, parce que ça est une bonne nouvelle, prolonger Scaroni qui, c'est vrai, hein, en 2025 a été excellent. Si on revient sur la saison 2025 de cette équipe, comme je le disais, les grands tours, ça a été peut-être là où ça a été un petit peu plus compliqué, sauf le Giro, et encore, Higuita fait quand même 14e du Tour de France, avec sur le Giro, il y a cette victoire d'étape sur l'étape numéro 16. Terrada fait 12e de la Vuelta. Il y a eu également ce classement de la montagne sur le Tour d'Italie, puis beaucoup de résultats en Chine. Sur des épreuves, on pourrait dire Pro Series, c'est là où ils ont vraiment maximisé leur nombre de points sur ce format-là d'épreuves, sur les Pro Series, où ils ont été excellents, sur les 2.1, les 1.1 également. C'est vrai qu'il y a peu de victoires au final en World Tour, mais encore une fois, c'était l'idée un petit peu d'Alexandre Vinokourov, c'était d'aller chercher des résultats sur ce type d'épreuve pour essayer de maximiser encore une fois le nombre de points potentiels du côté de cette formation, ce qui a plutôt bien marché. Hein, on va pas se mentir, en 2025, ils marquent énormément de points UCI, c'était l'objectif, ils sont restés en World Tour, ce qui était aussi l'objectif, ce qui était quand même extrêmement mal embarqué, et puis on avait quand même des doutes aussi du côté de cette formation, c'était les vélos, parce que c'est vrai qu'ils passaient chez XDS, une marque chinoise, c'était la première fois qu'une marque chinoise s'engageait comme ça en World Tour. Il y avait quand même des interrogations. Est-ce que ça allait marcher mieux que les vélos Vivier ou est-ce que ça allait être plus en difficulté? Eh bien, les vélos XDS ont plutôt été performants. Alors, je pense que le vélo de montagne est peut-être pas forcément le meilleur, mais c'est vrai que leur vélo aéro est quand même assez impressionnant, je trouve, du côté d'XDS, donc ça a plutôt bien marché de ce côté-là, du côté de cette formation. Et puis, oui, on a eu quand même des résultats sur toute la saison. On peut noter notamment une 4e place sur Liège-Bastogne-Liège avec Velasco, 3e du Grand Prix de Québec quand même avec Bettiol. Mais c'est vrai qu'on n'a pas réussi à avoir tant de victoires d'étape que cela sur les grands tours. Par contre, sur les courses d'une semaine, ils ont été très présents dans le top 10 des courses par étape d'une semaine, notamment du côté du World Tour. Donc ça a été une réussite du côté de cette formation de l'équipe d'Alexandre Vinokourov avec des résultats qui ont plutôt été bons pour cette équipe. On regarde les statistiques pour l'année 2025 du côté de cette formation. 32 victoires, plus 2 pour des coureurs qui ce jour-là n'avaient pas le maillot de l'équipe Astana. C'était Yevgeny Fedorov sur les championnats d'Asie du contre-la-montre qui s'est imposé sur cette épreuve-là, et puis Enoch Mouloubram qui avait remporté la première étape du Tour de Ronda, mais qui ce jour-là n'avait pas le maillot de l'équipe XDS Astana. La première victoire de la saison, eh bien, c'était le 21 février, hein, donc il avait fallu quand même attendre un petit peu de temps, avec la classique VAR pour Christian Scaroni,
qui remportait à la suite également la première étape du Tour des Alpes-Maritimes et le classement général de cette même épreuve. Sur le Tour de Hellas, le Tour de Grèce, on pourrait dire ça comme ça, le classement général pour Harold Martin Lopez, Matteo Malucelli qui remportait le Tour de Henan, il a été très bon, la première étape du Tour de Henan, il a été très bon en Chine. Matteo Malucelli, Aaron Gate remportait la 4e étape de cette même course. Sur le Tour de Turquie, Lev Gonov remportait l'étape 3, l'étape 4 était remportée par Wout Poels, l'étape 6 par Harold Martin Lopez, Martin Malucelli remportait l'étape 8 et le général c'était pour Wout Poels. Le Tour de Romandie, l'étape numéro 2 était remportée par Lorenzo Fortunato. Sur la Lotto Femmen Ardennes Classic, on avait la victoire de Max Kanter, Harold Martin Lopez qui a remporté le Tour de Hongrie et l'étape numéro 3 de cette épreuve. La 16e étape du Giro était remportée par Christian Scaroni. L'étape 2 et le général des boucles de la Mayenne pour Aaron Gate, Diego Ulissi qui a remporté le Giro dell'Appennino. Apennino, les championnats du Kazakhstan pour Evgeny Fedorov, la course en ligne et le contre-la-montre. En Chine, pour le Tour of Magnificent Qinghai, l'étape 6 et le général pour Enoch Mouloubram, Christian Scaroni qui a remporté le Giro della Romagna, Matteo Malucelli qui a remporté l'étape 1, 3, 4. L'étape 8 était remportée par Aaron Gate sur le Tour de Langkawi. Sur le Tour of Tay Lake, c'était Matteo Malucelli qui a remporté l'étape 1, 4 et le général de cette course. Et puis la 3e étape du Tour de Kyushu pour Enoch Mouloubram. Avec 32 victoires, eh bien, on est largement mieux que les années précédentes. On était seulement à 12 en 2024. En 2022, on n'en avait gagné que 5 petites victoires. Avec 32 victoires, on est même plutôt dans la moyenne haute de cette équipe. Pour avoir plus de victoires sur une saison, il faut remonter à 2019 où l'équipe avait gagné à 37 reprises à l'époque, mais ça faisait depuis très longtemps qu'on n'avait pas gagné plus de 30 victoires sur une saison du côté de cette formation. Il fallait encore une fois remonter à 2019 et on est quand même plutôt dans la moyenne haute avec 32 victoires du côté de cette formation. Pardon, j'ai eu un petit rototo. Par rapport aux années précédentes, on est largement au-dessus. Les années au-dessus, la moyenne, on va dire, a été plutôt aux alentours de 10 victoires à l'année. Donc on est quasiment 3 fois plus du côté de cette équipe. Si on regarde du côté de cette formation, on a marqué, scoré donc des victoires à 32 reprises, qui la place 5e au niveau mondial, derrière Visma, Lidl Trek, Soudal et UAE, mais qui ont des budgets bien plus grands que la XDS Astana. C'est mieux que la Decathlon, c'est mieux que Red Bull, c'est mieux qu'Alpecin, c'est mieux que la Tudor notamment du côté de cette formation. Nombre de victoires World Tour, et bien là par contre, c'est là où le bas blesse. On a beaucoup gagné, certes, mais encore une fois, comme je le disais, sur des Pro Series, sur des courses 1 ou 2.1, pas sur des épreuves World Tour. On est à seulement 2 victoires en World Tour du côté de la XDS Astana, dont une victoire sur le Tour d'Italie et l'autre c'était le Tour de Romandie, je crois me souvenir de tête. Mais en termes de ratio, c'est extrêmement faible. Donc on voit qu'on a surtout scoré sur des épreuves qui n'étaient pas World Tour, ce qui est quand même un petit peu dommageable pour une équipe du World Tour, qui normalement doit quand même un minimum performer sur ces épreuves-là. Du côté du nombre de vainqueurs différents pour la XDS Astana, on est à 11 vainqueurs différents, ce qui est pas mal, je rappelle 30 victoires. On est 7e dans ce classement, à égalité avec la Decathlon AG2R. Ça veut dire qu'un tiers de l'équipe a gagné. Quand on voit quand même la qualité de l'effectif sur 2025, je trouve que c'était quand même compliqué d'avoir plus de vainqueurs différents du côté de cette formation. Et puis en termes de nombre de points UCI, eh bien Astana, c'était la 4e équipe au niveau mondial, avec 16 716 points, c'est-à-dire plus que Red Bull, plus que Decathlon, plus qu'Ineos, plus que la Bahreïn ou encore plus que Soudal Quick-Step.
ce qui est quand même pas anodin. On est à 5000 points par contre de Lidl-Trek et de la Visma qui étaient devant dans ce classement du côté du nombre de points marqués sur l'année. Les transferts pour cette équipe XDS Astana, eh bien des départs quand même, il y a un peu de changement, notamment le départ de Woodpulse qui rejoint la Unibet Rose Rocket, Fausto Masnada qui rejoint l'équipe d'Alessandro Balan, la MBH Bank CSB Telecom Fort. Chessball rejoint la Decathlon. Ide Schelling, lui, a quitté a pris sa retraite. Anton Charming rejoint la Uno X. Et puis Michele Gazzoli qui rejoint la solution tech Nippo Rally. Ce qui veut dire qu'il y a un petit peu d'arrivée également du côté de cette formation. Christian Rodriguez qui était chez Arkea. On a également Guillermo Thomas Silva qui était chez Cara Rural. Ariel Nivins qui était à la Lotto. Et puis Marco Schrettel qui était dans l'équipe Tyrol KTM Cycling Team, donc qui n'a pas rejoint la Red Bull, ce qui est assez rare quand même du côté de cette formation d'aller pas chez Red Bull et d'aller chez Astana. Et puis Gleb Syriza et Lev Gonov qui étaient dans l'équipe de développement de la Astana et qui pour Gleb Syriza retrouve l'équipe numéro 1, ce qui fait que en 2026 du côté d'Astana, eh bien on fait partie des équipes les plus âgées du World Tour avec 27 ans,5 de moyenne d'âge. On fait partie des 4 équipes qui sont les moins bien loties voilà, dans ce classement. Alors certes, UAE n'est pas très loin devant, mais par exemple, si on prend la Uno X, c'est quasiment 1 an de décalage par rapport à la moyenne d'âge. Et puis si on prend la Lotto, là c'est 2 ans et demi plus jeune de moyenne d'âge du côté de la Lotto Intermarché par rapport à la XDS Astana. Alors l'effectif 2026 de cette équipe, le plus jeune coureur, c'est Marco Schrettel, mais qui a quand même déjà 22 ans et 131 jours. Le plus âgé, c'est Diego Ulissi, qui a 36 ans et 189 jours. On a 9 coureurs qui ont 30 ans ou plus, dont 2 qui ont plus de 35 ans, Aaron Guett et Diego Ulissi. À l'inverse, des coureurs qui ont moins de 25 ans, eh bien, ils sont seulement au nombre de 8, si je ne me trompe pas, et seulement 3 coureurs ont moins de 23 ans, Cajamini, Romele et Schrettel. C'est une équipe, en fait, qui a énormément de coureurs qui ont entre 28 et 32 ans. En gros, hein, c'est là où il y a quasiment la moitié de l'équipe qui a cet âge-là. Donc, ce sont des coureurs qui sont plus forcément dans une phase d'évolution. Pour ces coureurs-là, on est plutôt sur un niveau qui aurait tendance à se stabiliser. Bon, on perd que Woodpool, je crois, dans ceux qui avaient obtenu des résultats l'an dernier. Ce qui est bien, c'est qu'on a gardé Scaroni, on a gardé Fortunato également, on a perdu Masnada également du côté de cette formation Astana. Mais on ne s'est pas tant renforcé que ça. Alors oui, on a gagné Syriza, par exemple, du côté des sprints, mais qui courait également déjà de temps en temps. On a misé quand même sur des coureurs, sur des choix osés quand même du côté de cette équipe. Donc on verra si ça marchera pour cette formation. À noter quand même qu'au niveau du staff, il y a également eu du changement chez Astana. Mark Renshaw est parti chez Decathlon notamment. Donc on a récupéré Peter Kinoff, le Britannique qu'on a beaucoup vu chez Ineos. On a également Dario Cataldo dans cette équipe qui va faire ses débuts en tant qu'assistant directeur sportif, lui qui a été coureur notamment de la Lidl Trek, mais c'est vrai qu'il avait fait un passage, hein, je crois, il a été chez Sky également, Cataldo, mais il avait été coureur chez Astana. Il était déjà directeur sportif l'an dernier, donc c'est pas une arrivée, pardon, je disais une bêtise. Par contre, Yvon Le Danois, qui rejoint la formation kazakh. Alors Yvon Le Danois, il était déjà passé chez Astana. C'était à l'époque... Ah non, pardon, non, j'ai dit une bêtise. Il était jamais passé chez Astana. Je croyais qu'il était passé chez Astana dans les années 2000. Non, Yvon Le Danois n'était pas passé chez Astana. Par contre, il est passé chez Movistar Caisse d'Épargne, chez BMC, chez Arkea également dans sa carrière. Donc voilà, il a fait énormément de formations. Donc il rejoint Astana. Désormais, Yvon Le Danois pour gérer un petit peu cette équipe. On sait que c'est un directeur sportif qui est toujours très important.
temps. Voilà, donc quelques changements du côté de cette formation. C'est vrai que l'arrivée de Peter Kinoff, quand même, qui était déjà là l'an dernier, bah dis donc. Mais il était chez Trinity Racing, ça peut être pas mal, un coureur qui était passé chez Sky, Peter Kinoff, pendant de nombreuses années. Par contre, on a perdu, ça je peux vous dire, ça je suis sûr, on a perdu... on a perdu Mark Renshaw, on a perdu également Helmut Dollinger, voilà, qui avait été dans cette équipe. Voilà, on a perdu quelques membres du staff du côté de cette... non, pardon, Dollinger il est arrivé également au mois d'août, lui qui a été chez Q36, mais on a eu voilà un petit peu de changement dans cet effectif du côté des directeurs sportifs. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner du côté de cette formation. Les coureurs à suivre du côté de cette formation XDS Astana, je commence avec Clément Champoussin. On a retrouvé du bon Clément Champoussin. C'est vrai que Clément Champoussin, il nous avait émerveillé, notamment avec cette victoire d'étape sur la Vuelta. Derrière, ça avait été un peu compliqué. Il n'avait pas réussi à continuer sur la même lancée. Il avait rejoint ensuite Arkea. Il avait, je crois, cassé son contrat aussi. Je crois qu'il avait plus qu'un contrat de 2 ans à l'époque chez Arkea. Chez Arkea, il y avait eu du mieux par rapport à ce qu'il avait fait sur la fin chez G2R où il était un peu nulle part, mais c'était quand même pas du niveau de ce qu'on voyait en lui. C'était pas du niveau du potentiel qu'il avait montré en 2021. Même s'il y avait quand même du mieux, et surtout on l'attendait de retour sur des courses un peu plus importantes. Voir ce qu'il pourrait faire sur des courses un peu plus importantes. Et chez Astana, je crois qu'il est bien rentré dans cet état d'esprit de conquête de résultats. Et il faut quand même rappeler qu'il fait quand même 2 top 10 sur 2 épreuves par étape même 3 top 10 sur des épreuves par étape du World Tour. 10e du Tour de Suisse, alors certes, pas avec une grosse opposition, pareil sur le Tour du Pays Basque, mais 7e de Paris-Nice. Là, il y avait quand même une belle opposition du côté de Paris-Nice, notamment 9e sur l'étape de Oron. Ça, c'est quand même du très solide en montagne. Sur le Tour de France, ça a été plus compliqué, mais j'ai envie de dire, en général, pour Astana, ça a été plus compliqué sur cette épreuve. Et puis, il a fini avec une 5e place sur l'Arctic Race of Norway. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a montré Clément Champoussin. Et surtout, c'est la première fois depuis longtemps, je me suis dit, tiens, Clément Champoussin, il peut de nouveau rivaliser avec pas mal de très bons coureurs sur notamment des classiques ardennaises, sur des formats d'étapes un peu punchy. Ça peut le faire du côté de Clément Champoussin. Et j'ai envie de dire que là aussi, un peu comme Tobias Allan Johannesson, j'en parlais pour Uno X, j'avais un peu perdu espoir. Voilà, pour ce coureur, je m'étais dit, ça le fera plus. Ça le fera plus. Il a quand même un âge, voilà, il a 26, 27 ans. Moi, voilà, je pensais que c'est un espoir qui n'arriverait pas à confirmer. Clément Champoussin, je trouve que là, ça a été beaucoup mieux. Voilà, pour lui, il a été bien plus intéressant en termes de résultats. Donc ouais, content de Clément Champoussin, content de ce qu'il a réussi à faire. Voilà, en termes de résultats. Moi, j'ai vraiment bien aimé ces résultats à Clément Champoussin. J'ai bien aimé ce qu'il a mis en place. Et puis, je trouve qu'il a bien compris l'état d'esprit d'Astana sur cette année 2025. Alors, c'est un coureur qui est en fin de contrat pour 2026 avec Astana. Est-ce qu'il va prolonger avec l'équipe kazakh ou est-ce qu'il va découvrir un nouveau projet fin 2026? Ça, c'est la grosse interrogation désormais. Mais c'est vrai qu'il il a réussi à bien s'adapter, voilà, à Astana, à cette équipe étrangère. C'était la première fois qu'il avait une expérience à l'étranger aussi, hein. Champoussin, il était allé que dans des équipes françaises et des équipes où on parlait français, hein, que ça soit G2R ou Arkea. C'était pas des équipes où l'anglais était la langue numéro 1 à l'époque, parce que désormais chez Decathlon c'est différent. Et je pense que ouais, il a réussi
à s'exprimer, et surtout, je pense, avec peut-être moins de pression sur les épaules. Il n'était pas attendu l'an dernier, Clément Champoussin, et je pense que ça lui a fait du bien également aux coureurs français. Peut-être je dirais pas de courir dans l'ombre, mais pas loin du côté du coureur français. Deuxième coureur top, bien entendu, Scaroni. Ah bah, il a fait une saison énorme. On savait que Scaroni c'était un bon coureur, mais un peu comme Prodhomme, je dirais. C'est un peu dans la même logique que Prodhomme. On savait que c'était des bons coureurs, mais là, voilà, il a passé un cap. Et comme Prodhomme, ah non, il avait gagné 2 étapes sur la Adriatica Unica Race, parce que je me disais, est-ce que c'était pas ses premières victoires en carrière? Mais il n'avait pas gagné depuis 3 ans. Et oui, donc c'est un peu comme Nicolas Prodhomme, on savait que c'était des coureurs qui étaient performants, mais je pense que le fait d'avoir battu Buitrago, au final, sur la Classique VAR, d'avoir battu également Martinez sur la Classique VAR et le Tour des Alpes-Maritimes, ça lui a montré que, ah ben en fait, je suis capable de rivaliser avec les meilleurs. Et après, derrière, gros déblocage. Et puis derrière, voilà, toute la saison a été dingue, hein, parce que lui, il s'est pas écroulé. 2399 points de marqué au niveau UCI, chapeau quoi. Pour un mec qui a commencé le 25 janvier, il a fini quand même le 19 octobre. Son dernier top 5, il est le 12 octobre sur le Trofeo Tessile Moda. Voilà. Sur une épreuve 1.1, il est quand même quatrième des championnats d'Europe et ça a été quand même un gros combat face à Paul Sixas, vainqueur du Giro della Romagna. Alors, il n'était pas présent au championnat du monde, une petite frustration. Vainqueur d'une étape quand même sur le Tour d'Italie, là aussi. Et quelle étape, hein, alors, quelle étape? Moi, je ne l'ai pas vu que j'étais malade. J'ai vu que le résumé, mais parce que je rappelle que cette étape numéro 16, je ne l'ai pas vue parce que j'étais voilà, en intoxication alimentaire sévère. Donc cette fin de Giro a été compliquée pour moi, mais c'est vrai que l'étape a été impressionnante. Classica Thérèse de Lébré également juste après, c'est-à-dire il a enchaîné pendant toute la saison en termes de résultats, et pourtant il avait été blessé au Strade Bianche, il s'était fait, je sais plus, l'épaule ou la clavicule à ce moment-là. Il n'avait pas fini la course, qui je pense lui a coûté très cher sur les Ardennaises. Parce il s'était fait une clavicule, je crois me rappeler, au Strade Bianche. Bah là, j'espère qu'il sera présent sur les Ardennaises. Voilà, parce que vu le niveau qu'il a quand même démontré, je me dis qu'il y a notamment la Flèche Wallonne, ça peut lui convenir à Scaroni. Et ouais, j'espère voir ce que ça peut donner sur ces grandes épreuves du World Tour. Mais bravo pour cette année 2025 pour Christian Scaroni. Et comme Prodhomme, c'est des mecs qui ont réussi à redémarrer sur un très haut niveau. Après peut-être des années où ils n'arrivaient pas à confirmer, on sentait qu'il y avait le potentiel, mais ils n'arrivaient pas à scorer. Là, ils ont réussi à scorer de manière beaucoup plus importante. Et quand vous regardez au niveau des points Pro Cycling Stats, voilà, sur la page d'accueil de Christian Scaroni, vous voyez que la saison 2025, elle n'a aucun rapport par rapport aux saisons précédentes, quoi, en termes de résultats. Derrière, c'était voilà, il était beaucoup plus dans la difficulté, donc ça fait plaisir parce que c'était un coureur prometteur qui est passé par la Conti de la Groupama en 2019. Ensuite, il avait rejoint Gazprom. Bon, 2022, ça avait été compliqué avec l'arrêt de Gazprom. À l'époque, l'UCI avait pris des décisions. Et ensuite, il avait fallu un temps fou pour retrouver une équipe, parce que c'est vrai que à ce moment-là, l'UCI avait pris une décision forte. Alors qu'on peut trouver injuste ou non, mais ils avaient pris une décision forte, ce qui n'a pas été le cas quand même des communications autour de l'équipe Israël Première Tech, et ces coureurs-là s'étaient retrouvés sans contrat du jour au lendemain, enfin presque. C'est en un mois, ils s'étaient retrouvés sans contrat, à devoir trouver une équipe, ce qui avait été vraiment extrêmement compliqué, hein, et Scaroni avait fait partie de ces coureurs-là. Et maintenant, il a un contrat jusqu'en 2028 avec Astana. Et on espère que ça va continuer pour lui au niveau de ses résultats. Il y a cette tradition des bons coureurs italiens hein, chez Astana. Je pense à Fabio Aru, je pense à Nibali,
notamment, mais il y a eu pas mal de bons coureurs italiens qui sont passés dans l'équipe kazakh, qui est maintenant, qui est toujours kazakh, Astana. Oui, ils sont toujours kazakhs au niveau de la nationalité. Ils sont pas passés chinois. Marco Schrettel, autre coureur à suivre. Moi, je vais le suivre, Schrettel, vous savez, je vous en ai parlé au niveau de la vidéo des révélations l'an dernier, enfin l'an dernier en 2025, c'était il y a un mois, parce que Schrettel m'a fait vraiment une très très grosse impression au championnat du monde. Moi, j'ai adoré son côté offensif, son côté attaquant, euh, où il a été très très présent dans cette épreuve. Et je me suis dit, où lui a du talent. Parce que ça m'a rappelé un petit peu Morgado, tiens, au championnat du monde junior. C'est-à-dire qu'il n'a pas été la manière la plus intelligente de courir de la part de Schrettel, mais il a été omniprésent à l'attaque. Et quand tu vois l'énergie qu'il a dépensée, qu'il a utilisée à ce moment-là, tu te dis, bah, réussir à faire troisième en consommant autant d'énergie, c'est que le coureur a un potentiel qui est peut-être plus important en étant un petit peu plus cadré. Et bah, c'est tout ce qu'on lui souhaite chez Astana, c'est qu'il arrive à être cadré et qu'il obtienne des résultats. C'est aussi un coureur qui a remporté quand même le Orlen Nation Grand Prix, qui est une course importante chez les espoirs, en plus de sa troisième place au championnat du monde. Et puis, il y a eu une troisième place au Giro del Belvedere, notamment, parmi ces résultats importants. Troisième également d'une étape du Tour de l'Avenir. Donc, il faut faire attention à ce Marco Schrettel, à ce coureur autrichien, parce que moi, je pense qu'il y a un vrai potentiel chez ce coureur qui est sur le Tour de Lander cette semaine, si vous voulez le suivre. Il sera également à Surfcoast Classic et à la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Ils ont rajouté un nom en plus de sponsor à cette course, parce que maintenant, c'est la Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race. Bien, ça va être bien pour le nom de la course sur YouTube. Ça va prendre tout l'espace, tout l'espace. Au niveau du nom sur YouTube, ça va être bien. Ça, au niveau du titre de la course, ça va être bien au niveau du titre de la vidéo. Je sais même pas si je ferai le débrief, parce que je sais plus si je l'avais fait l'an dernier, la Cadel Evans, parce que c'est vraiment pas la course de l'année. Je pense que c'est la course la plus faible du World Tour. Mais bon, c'est-à-dire que s'il y a des mecs qui veulent marquer des points au niveau UCI, je pense que c'est la course la plus facile pour marquer des points importants au niveau du classement UCI. Fortunato, oui, bah très gros Giro, Fortunato. C'est vrai que moi j'ai bien aimé ce qu'il a fait sur le Giro. Tu sens qu'il avait ciblé cette course, hein. Fortunato, il avait été vraiment efficace sur cette épreuve. 5e du Tour des Alpes-Maritimes, 3e et 10e de la Ardèche et de la Drôme classique également, et puis donc 4e de ce Tour de Romandie. Il a fait un gros début de saison. Après, c'est vrai qu'ensuite, il est rentré un peu plus dans le rang, quoique 2e quand même du Tour de Burgos. Mais oui, Fortunato, là aussi, c'est un coureur qu'on avait vu chez Olocometa, très prometteur, vainqueur d'une étape sur le Giro à l'époque. C'est vrai qu'il n'a pas gagné hein, cette année sur le Tour d'Italie, c'était en 2021. Et on s'était dit, bam, lui, quand il va arriver dans une équipe plus importante, il va peut-être jouer le classement général. Et puis après sa victoire sur le Giro, les 2 années d'après chez Olo, il n'y a pas eu forcément une progression dans ses résultats. C'est vrai qu'on le voyait jouer le général sur les grands tours et puis ça n'a pas forcément, je pense, matché comme il le souhaitait. Et il s'est retrouvé à être recruté par Astana. Année 2024 un peu meilleure que l'année 2023, mais c'était pas non plus si grandiose que ça en termes de résultats. Par exemple, là, je vois 8e des Great Tour of Ganzi, 10e du Giro dell'Emilia, par exemple, en termes de résultats. Mais c'est vrai qu'on attendait mieux de Lorenzo Fortunato. C'est ce qu'il nous a montré, je crois, cette année. Peut-être également que, un peu comme à Ciccone, c'est des coureurs à qui on disait tu vas jouer le classement général, c'est comme ça que tu vas obtenir tes meilleurs résultats, et qu'au final, ils n'aimaient pas le fait de jouer le classement général. C'était pas forcément un exercice qu'ils appréciaient, et peut-être qu'avec cette
possibilité de jouer désormais beaucoup plus sa carte, ce qui était l'idée chez Astana cette année, c'est pas forcément jouer les classements généraux, c'est surtout de maximiser le nombre de points. Eh bien, ça a peut-être énormément aidé Fortunato d'avoir ce tempérament offensif qui puisse remettre au goût du jour un petit peu et qui soit plus bloqué dans ce carcan un petit peu du classement général où il sentait qu'il arrivait pas à faire mieux que entre 15 et 10, qu'il n'arrivait pas à rentrer dans ce top 10. Et peut-être un peu comme Ciccone, c'était des coureurs tellement attaquants que le classement général, ça ne leur convenait pas et qu'ils avaient du mal à jouer le classement général, ces concurrents-là. Et désormais, c'est différent pour ce coureur qui bah voilà, a été performant sur le Giro, a été performant sur le Tour de Romandie, qui était un Tour de Romandie que moi je n'ai pas vu, parce que je n'étais pas chez moi, parmi les épreuves importantes du calendrier, parce que je me suis dit, oh, chaque année, le Tour de Romandie, c'est nul. Je me suis dit, bon, bah, cette année, comme c'est nul, je vais pas le faire, voilà, comme j'étais pas chez moi, je vais pas faire le Tour de Romandie, ça va pas être un problème. Puis bien entendu, l'année où je le fais pas, c'est l'année où ça a peut-être été la course la plus intéressante depuis 5-6 éditions. Bien fait pour ma pomme. Mais voilà, on espère que désormais, du côté de Fortunato, bah, qu'il arrive à s'épanouir dans ce rôle d'attaquant, parce que je pense que c'est comme ça qu'il arrive à courir le mieux, le mieux. Bettiol, oui, parce que autant l'équipe a été performante l'an dernier, autant Bettiol, bah, ça n'a pas été dingue. Ça n'a pas été dingue du tout. Alors c'est vrai que lui aussi, il avait cassé son contrat. Et je trouve que depuis qu'il est chez Astana, c'est pas exceptionnel. Alors déjà, il avait cassé son contrat juste après les Jeux Olympiques, au mois d'août, ce qui était assez surprenant, mais bon. Il avait cassé son contrat assez tardivement. Au mois d'août. Bon, il se sentait peut-être plus chez EF, voilà, il n'y avait plus forcément l'envie de rester dans cette équipe-là, qui pourtant l'avait connu assez jeune, hein, parce qu'il avait fait partie de l'équipe Cannondale, qui était l'ancêtre de la VF. Et c'est vrai que déjà sa fin de saison avec Astana avait pas été dingue en termes de résultats par rapport à ce qu'il avait fait sur la première partie de saison, mais on se disait, bon, bah voilà, faut s'adapter à ce changement d'équipe, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident de passer d'une équipe à une autre, c'est pas le même matériel, voilà, il y a des fois des grosses modifications. Bon, on se dit, voilà, Bettiol en 2025, ça va le faire. C'est pas du tout sa meilleure saison. Bettiol, alors on sait que c'est un coureur qui est assez régulier, mais là je trouve que ça n'a pas été dingue. Alors oui, il y a le Tour de Pologne, si t'enlèves le Tour de Pologne, c'est quand même pas foufou. C'est un coureur qu'on a souvent cité, qui a rarement performé, je pense même au Trophée de Guedia, il fait 7. Oui, mais il est dans le deuxième groupe. Il n'est pas dans le groupe qui joue la gagne sur cette épreuve-là. Voilà, je trouve qu'il a été pas suffisamment présent aux avant-postes, notamment sur les classiques. Bon, il a fait peu de classiques, hein, mais sur les quelques épreuves d'un jour qu'il a effectuées, ça n'a pas été exceptionnel. Or, c'est quand même plutôt son registre de prédilection du côté de ce coureur, que ça soit les classiques flandriennes ou des épreuves un petit peu plus vallonnées. Et c'est vrai que maintenant, je me dis, il a 32 ans, Bettiol, est-ce qu'il a encore la capacité d'obtenir des grands résultats? Est-ce qu'il n'est pas un petit peu lassé du monde du cyclisme? Parce que c'est quelqu'un qui est présent en World Tour depuis 2014. Donc voilà, on est à 12 saisons en World Tour. Est-ce que c'est pas un coureur qui maintenant a envie d'autre chose? Est-ce qu'il est encore passionné par le cyclisme? C'est la grosse interrogation pour le coureur italien pour l'année 2026. Donc c'est pour ça que je vais le suivre, parce que Bettiol, déjà, c'est un coureur bon, qui est très irrégulier, qui reste assez énigmatique sur cette non-capacité à enchaîner les résultats. C'est un peu le coureur d'une seule journée. Mais je me dis, bon, bah, comme c'est le coureur d'une seule journée, il est capable d'obtenir des grands résultats en faisant la course parfaite, comme il l'avait fait sur le Tour des Flandres. Et voilà, j'ai envie de voir ce que ça va donner en 2026. Est-ce qu'il va rester à peu près au même niveau? Et dans ce cas-là, je me dirais, bon, bah, Bettiol, c'est fini. Ou est-ce qu'il va réussir à se relancer à 32 ans, ce coureur italien? Déjà 32 ans. Hein. Je le voyais plus jeune, Bettiol. Je termine avec Max Canter. Alors, l'an dernier, j'en attendais absolument
rien de ce coureur. Canter, bon, depuis le début de sa carrière, pas se mentir, c'est quand même pas des résultats fantastiques. C'était un poisson pilote, parfois il travaillait dans les trains, mais bon, il était passé dans des équipes Movistar, enfin, en 2022-2023. Il n'avait pas apporté grand-chose au niveau du sprint. Donc chez Astana, moi j'en attendais rien. Je me disais en plus il a 27 ans. Moi s'il avait déjà démontré quelque chose dans le cyclisme, il l'aurait fait avant quoi. Donc vraiment je me disais pas tiens ce coureur il va être exceptionnel, il va enchaîner les résultats. Et puis il a marqué beaucoup de points sur l'année et notamment moi je noterais cette 4e place sur le Giro où il a été très bon, mais c'est un mec qui a marqué quand même 1000 points. Alors il n'a pas gagné d'étape, il n'a pas gagné de grande course, Max Canter. Par contre, il a été omniprésent dans les top 10. Il a fait énormément de top 10 sur l'année. Donc je me dis, ça lui a peut-être donné de la confiance à Max Canter de se dire, bah tiens, je peux, pourquoi pas, aller chercher des très bons résultats sur ces différentes épreuves. Je peux, pourquoi pas, faire des très très bonnes choses sur l'année et pouvoir, pourquoi pas, aller chercher des résultats, notamment sur des courses peut-être un peu plus exotiques. Ça pourrait être intéressant de le voir sur ces courses-là. Mais voilà, Max Canter. Après, ça fait partie de ces multiples sprinters du côté d'Astana. On n'attendait pas grand-chose et ils ont quand même marqué beaucoup de points sur l'année, notamment grâce à des résultats sur des Pro-Séries, sur des 1.1. Et Canter, il a aussi obtenu quand même des places d'honneur sur des épreuves du World Tour. Donc c'est pour ça que je voulais le signaler que la saison de Max Canter, elle était pas mal. Donc j'attends de voir ce que ça peut donner en 2026 et ce qu'il va réussir à confirmer, un petit peu comme l'équipe Astana en 2026 du côté de cette formation. On passe au maillot qui est désormais fait par Ecoy, le maillot de cette équipe. Mais le design change quasiment pas, hein. On reste sur les mêmes couleurs, c'est-à-dire bleu turquoise, hein, ce bleu avec un petit peu de touche de jaune pour rappeler le drapeau kazakh, et cette bande rouge, mais qui je crois était déjà présent sur le maillot l'an dernier. Parce que je vous ai mis en miniature la victoire, enfin le doublé l'an dernier sur l'étape du Giro. Donc pour moi, il n'y a pas de changement majeur au niveau du design. Alors oui, il y a un peu moins de pointes de jaune à certains endroits, mais c'est le même maillot. C'est un maillot qui est quand même très vite reconnaissable. Alors à une époque, il y avait aussi Holo Cometa. Les deux équipes avaient des maillots qui pouvaient se ressembler. Bon, maintenant, Polti a des couleurs bien différentes. Ces couleurs-là, au final, on les reconnaît quand même très facilement. Alors, à une époque, il y avait aussi Movistar qui avait un maillot qui était similaire, mais là, Astana, il n'y a pas trop de soucis. Après, au niveau des logos, c'est vrai qu'on a l'impression que Astana voulait quand même montrer que, on est encore là, donc vous le mettez à la même taille que le logo XDS. Donc ça fait une impression un petit peu bizarre, parce que les deux A de Astana, on a l'impression que le texte est trop grand. C'est enfin voilà, qu'ils ont raté leur impression que les A sont un peu grandes. On a l'impression qu'on a voulu avoir la même hauteur de police entre le premier sponsor et le deuxième sponsor, qu'on n'a pas voulu en favoriser un par rapport à l'autre, ce qui fait qu'Astana, ça avait du mal à rentrer, voilà, sur les côtés. Sinon, c'était XDS qui aurait été tout petit en termes de taille d'écriture. Bon, et ben voilà. Je crois qu'on a tout dit du côté d'XDS Astana, je crois qu'on a tout dit du côté du World Tour, donc n'hésitez pas à aller voir les différentes playlists si vous pensez avoir raté une vidéo, et puis nous on se retrouve désormais pour les équipes de 2e division du côté des garçons pour faire la suite des présentations d'équipes de l'année 2026. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.